toute chose, il y a une graine. Pour faire croître un plant de tomate, il y a d'abord une graine, on la plante, elle grandit, elle se déploie. Il y a une feuille, puis ça grandit, petit bourgeon, puis ça devient une tomate. Et tout dans la vie se déploie comme ça. Et la théorie du bourgeon, c'est qu'il nous faut apprendre à devenir le jardinier de cette graine. Il faut apprendre à prendre soin de la vie en nous. Et c'est un travail très simple, mais absolument fondamental que nous ne faisons le plus souvent pas du tout. Parce qu'on essaye d'être comme une machine, comme un robot, d'être efficace, d'être efficient. On ne s'écoute pas, on n'écoute pas la vie, on ne se relie pas du tout à ça et on se prive des forces vives. C'est une loi aussi fondamentale que les lois de la physique et les lois de la chimie. Une loi de l'existence. Pour grandir, pour se développer, pour surmonter le découragement, il faut nourrir la vie en nous. Il faut devenir le jardinier de la joie qui est là et qui ne demande qu'à éclore et qu'à jaillir. La théorie du bourgeon, c'est découvrir que même là où on croit que tout est perdu, si on ne s'entête pas, il y a un chemin qui va surgir. Vous vous souvenez du dessin animé Bip Bip et le coyote? C'est une magnifique métaphore de ce qui nous arrive lorsqu'on est face à une difficulté. On essaye avec tellement de bonne volonté de faire comme coyote, d'inventer des pièges les plus redoutables pour attraper ce qu'on a envie d'attraper, ce qui nous semble notre projet, ce qu'on croit qui nous rendrait heureux. Ici, Bip Bip, l'oiseau un peu magique. Alors Coyote, il fait des efforts, mais des efforts. Il invente des trucs, mais invraisemblables, pour attraper l'oiseau. Et il ne voit que ça. Et il avance inlassablement, avec une intelligence folle qui ne sert à rien. Comme quoi, l'intelligence ne nous permet pas de sortir de nos problèmes, et au contraire, ça devient souvent un instrument qui nous emprisonne dans notre entêtement. Cet entêtement, moi, je le connais très bien. Quand j'étais jeune, je voulais devenir prof de philo et je m'entêtais. Je pensais que c'était la seule chose, parce que j'aime tellement la philo. Je voulais devenir prof de philo et je travaillais et je passais les concours. J'échouais à chaque fois. Et chaque année, je disais, mais il n'y a pas d'autre solution. Et je ne voyais que ça. Alors, on me disait, mais fais plus d'efforts. Donc je faisais plus d'efforts. Ne lâche pas. Surtout, ne lâche pas. Alors je travaillais, je me crispais. J'étais un peu comme Coyote. Je ne sais pas si vous reconnaissez, mais des fois, on est un peu comme ça. On fait des efforts, on essaye de trouver une solution et on ne bouge pas. C'est quoi le problème? On a oublié la théorie du bourgeon. On a oublié que cet entêtement est crétin. Que ce qu'il faut, c'est regarder des chemins qu'on ne soupçonnait pas, qu'il y a d'autres possibilités, que Coyote aurait plein d'autres possibilités d'être heureux que de chasser cet oiseau. J'ai fini par découvrir qu'il y avait plein d'autres choses que je pouvais faire dans la vie qui me permettaient d'être en rapport à la philosophie, qui me correspondaient mieux pour moi que d'être prof. Et c'est toujours la même chose. Dès qu'on arrête de s'entêter, qu'on accepte de faire une pause, qu'on accepte de regarder autrement, d'écouter des conseils d'autres personnes, de sortir un peu de ses ornières, eh ben, la vie nous tend la main. Tant qu'on a nos ornières, on ne voit pas ces mains que la vie nous tend. Eh bien, c'est ça la théorie du bourgeon, c'est remarquer comment la vie ne cesse de nous offrir des cadeaux qu'il faut savoir saisir. La théorie du bourgeon, c'est pas seulement une description de la cause réelle de nos difficultés, de notre découragement, mais c'est aussi une méthode. C'est une méthode pour justement retrouver l'allant de la vie. Alors comment on fait? Il n'y a pas longtemps, j'étais au jardin avec mon filleul qui a 6 ans, et puis d'un seul coup, il tombe. Et là, je vois, il tourne la tête vers moi. Et là, il y a vraiment cette seconde, il se demande s'il ne faut pas qu'il explose en sanglots. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Et là, je voyais un petit chat qui passe. Je dis, oh, regarde, il y a un petit chat, un sublime petit chat, tout gris. Il regarde le petit chat, et il a souri, et il était tout heureux. Il a commencé à courir vers le petit chat. Et au lieu de se figer, il est reparti dans le mouvement de la vie. Il m'est arrivé, moi aussi, une histoire un peu semblable. Mon professeur de philosophie, dont j'étais très proche, qui était un ami très cher, est décédé il y a 2 ans. Et il
il y avait une soirée qui était organisée pour lui rendre hommage et je devais écrire quelque chose pour lui rendre hommage. Et là, j'y arrivais pas. J'y pensais, le chagrin dans lequel j'étais, le poids de l'affection. C'est quelqu'un pour lequel j'ai une si profonde admiration que plus je réfléchissais à comment écrire ce texte, comment lui rendre hommage, plus j'étais tétanisé, moins j'y arrivais. Ce que j'écrivais n'avait strictement aucun sens. Et je m'entêtais, je voulais relire ses livres. J'ai quasiment passé un moment, une nuit blanche, parce que le temps m'était compté. Et je devenais de plus en plus figé dans l'impossibilité de faire cette tâche. Et là, je me suis dit, tant pis, je renonce. Je laisse tomber pour un moment, on verra qu'est-ce qui se passe. Et j'ai pas regardé le petit chat, j'ai écouté un morceau de musique. Je me suis dit, je vais écouter de la musique pour juste faire diversion, détourner mon attention, me ressourcer ailleurs. Et j'ai écouté de la musique pendant quelques heures, et à un moment, sans que je sache pourquoi, c'est devenu complètement clair dans ma tête ce que je devais écrire, ce que je devais rédiger. J'ai retrouvé, en arrêtant de m'entêter, un allant de vie qui m'a permis, comme un don, la vie m'a fait un don, puisque c'était en moi au fond. Je savais comment lui rendre hommage. J'avais un tel lien. La vie m'a permis de retrouver cette profondeur humaine, existentielle, qui est là en nous. Et c'est ça le secret de la théorie du bourgeon, c'est qu'il y a en nous une profondeur, un savoir, un trésor, qui est là parce qu'on est humain, parce qu'on sent plein de choses, parce qu'on a plein d'émotions, de pensées, mais on est coupé de ça. Et en se détournant, en revenant à ce qui est vivant pour nous, on retrouve contact avec cette force. Et ça semble évidemment complètement surprenant et déconcertant, parce qu'on a l'impression que c'est un renoncement, qu'on ne va pas y arriver, qu'on est lâche de ne pas s'entêter. Mais en fait, ce qui est très important de comprendre, c'est que notre entêtement ne nous aide pas et nous aveugle, et qu'au contraire, ce mouvement est absolument sain. J'avais une amie qui est seule depuis longtemps et qui ne supportait plus la solitude et qui passait son temps sur les sites de rencontres. Ça devenait obsessionnel. Elle voulait rencontrer quelqu'un, alors évidemment, elle rencontrait des gens, mais son désir de rencontrer quelqu'un était tellement fort que quand elle rencontrait les gens, les gens ils étaient terrorisés de son attente. C'était comme si, dès la première rencontre, les gens devaient signer pour l'amour absolu pour le reste de leur vie. Donc ils étaient terrorisés, ils partaient, et elle était encore plus frustrée, elle cherchait encore plus, elle devenait de plus en plus amère. Et puis, en parlant avec elle, je lui ai parlé de la théorie du bourgeon, et là, elle a décidé de partir en vacances, de faire de la randonnée, et de laisser tomber son projet. Elle dit, je chercherai après. Elle est partie faire de la randonnée, et elle était complètement disponible. Elle s'est reconnectée par là à la vie. Alors évidemment, ça semble trop beau pour être vrai, mais c'est vrai. Et dans ces vacances, elle a rencontré quelqu'un qui ne ressemblait pas du tout à ce qu'elle croyait, et avec lequel elle est toujours. Voilà comment fonctionne la vie, que la théorie du bourgeon nous permet de comprendre et de nous donner les moyens de pouvoir aller dans cette direction, cultiver cette direction. La théorie du bourgeon nous demande donc quelque chose d'un peu surprenant, de considérer même les choses les plus accessoires, qui ont l'air le plus idiot possible. Il y a une histoire qui éclaire bien cela, c'est une histoire d'Erikson. Erikson est un des plus grands thérapeutes du XXe siècle, celui qui a vraiment renouvelé la psychothérapie aux États-Unis. Vraiment quelqu'un de génial, qui avait beaucoup souffert dans sa vie d'une grande polio, qu'il avait laissé handicapé, et il a réappris, par un travail tout à fait méticuleux, à apprendre à remarcher, et il a essayé vraiment d'explorer qu'est-ce qui fait que les gens sont bloqués
et comment les ranimer, leur redonner ce souffle de vie. Et une histoire que j'adore, c'est une fois quelqu'un vient le voir, il habitait à Phoenix aux États-Unis, et lui dit voilà, je suis très inquiet, ma tante vit dans une forme de dépression. Avant, j'arrivais à la voir, maintenant, elle veut même plus que je la voie. Elle vit dans une maison à Milwaukee, elle est toute seule. Il y a une dame qui s'occupe un peu d'elle tous les jours jusqu'à 6 heures. Mais hormis ça, elle voit quasiment plus personne et sa vie se rétrécit. Et j'ai vraiment de la peine. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a pris soin de moi quand j'étais enfant. Et je sais que vous allez faire une conférence à Milwaukee, donc c'est pour ça que je vous demande, est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour ma tante? Alors Harrison dit, ah oui, oui, d'accord, je vais faire ça. Envoyez-lui un petit mot pour lui prévenir que je vais aller la voir. Et quand j'irai à Milwaukee, j'irai la voir. Alors déjà, j'adore cette histoire. Vous voyez, un thérapeute qui va chez les gens pour les aider. Donc, il arrive, quand il va à Milwaukee, il vient à 6h, 10, 6h15. Quand il sait qu'elle va être toute seule, il sonne à la porte. Il dit, ah oui, vous vous souvenez, votre nièce est venue me voir. Elle voulait que je vienne vous rencontrer. Est-ce que vous êtes d'accord? La dame dit, ben oui. Et il voit son découragement. Et il lui demande juste, est-ce que on peut faire le tour de votre maison? C'est un peu déconcertant. Alors elle dit d'accord, et alors il fait le tour avec elle de son appartement, il regarde, puis après il s'assoit, et en passant, il a vu qu'il y avait une bouture de violettes d'Afrique. Et Erickson avait une grande passion pour les plantes, pour la vie, pour le surgissement de la vie. Et il savait que c'est difficile de faire une bouture de violettes d'Afrique. Et donc il note ce détail. Donc il parle un peu avec elle, il lui pose des questions de ci, de là, un petit peu. Et puis il lui dit, après avoir créé un peu un lien avec elle, avoir créé une sorte de lien, c'est très important, parce que la vie, ça vient évidemment du lien. Le lien nourrit la vie, donc c'est très important. Il a créé ce lien et il lui dit, est-ce que vous êtes prêt à suivre si je vous fais une ordonnance? Alors, parce qu'il avait créé un état de confiance, elle dit d'accord. Et il lui dit, voilà, vous allez donner demain à la dame qui vient cette liste de choses à acheter. Et il a noté, de manière un peu surprenante, acheter tant de kilos de terre, tant de pots, et c'est tout. Et puis il lui donne à la dame l'ordonnance. Vous allez faire des boutures. La seule chose que je vous recommande de faire, j'ai aucun autre conseil à vous donner, pas de thérapie, pas de médicaments, mais ce que je vous demande de faire, c'est de faire des boutures de violettes d'Afrique, parce que c'est vraiment merveilleux comment vous l'avez fait, c'est très beau, ça pourrait rendre service à plein de gens. Et il savait aussi, par sa nièce, que la seule sortie qu'elle s'autorisait, c'était d'aller à l'église. Et donc il lui dit, quand vous allez à l'église, chaque fois que quelqu'un est malade, vous allez lui offrir une bouture de violettes d'Afrique. Ça va toucher beaucoup la personne, ça va l'aider, votre travail, ce que vous êtes en train de faire, qui est tellement précieux de faire des boutures, vous allez les offrir. Donc, il note, chaque fois que quelqu'un est malade, offrir un pot de violettes d'Afrique. Chaque fois que quelqu'un se marie, offrir une bouture, un pot avec une bouture de violettes d'Afrique. Chaque fois qu'il y a une naissance. Et il note ainsi, pour toutes les occasions de la vie, d'offrir cela, et il s'en va. Et quelques mois plus tard, la nièce revient et dit, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais pour la première fois, elle était contente que je vienne la voir, et sa vie a complètement changé. Simplement en faisant cela, elle avait commencé à ressortir, à recréer des liens avec les gens. Évidemment, en offrant des boutures, les gens étaient intéressés par elle, ça créait des liens, elle était sortie de sa profonde solitude, elle était revenue à la vie, elle était sortie de son découragement. On pourrait dire c'est tellement simple, juste quelque chose d'aussi dérisoire qu'une bouture. Si Erickson était resté un peu dans des grands principes et tout ça, il n'aurait même pas fait attention à ce petit détail qui était plein de vie pour elle. Mais il a vu que ce petit détail,
C'était sa manière à elle d'être liée à la vie, et il a juste fait ce mouvement par où c'est vivant, le faire croître, par où c'est vivant, y aller, lui permettre de se développer. Et je crois que c'est une leçon que nous pouvons tous avoir pour nous-mêmes et pour nos proches. Au lieu d'être dans le moralisme, la culpabilité, des injonctions complètement abstraites, voir par où la vie est là, par où on peut la célébrer, par où on peut la cultiver. Parce que ma conviction, c'est que la vie, ça ne se contrôle pas. Ça s'écoute, ça s'apaise, ça se guérit et ça se célèbre. Voilà, si vous avez envie de mettre en application la théorie du bourgeon, si vous voulez voir comment ça s'applique, les différentes étapes, essayer de comprendre l'ensemble des mécanismes, je vous invite à lire mon livre, La théorie du bourgeon. Vous verrez, c'est un chemin très pédagogique, très simple, pour mettre en application cette vision et se libérer enfin du découragement. Je vous embrasse tous.